Pourtant, pour les Français, le théâtre anglais, c'est Shakespeare. Et uniquement Shakespeare. Et oui, être ou ne pas être Shakespeare. Mais il y a plus. Il y a plus dans le théâtre anglais. Il varie beaucoup, en effet, ce théâtre britannique, avec des heures de gloire et des éclipses. Mais évidemment, un soleil. Commençons par lui, le soleil Shakespeare, avec ses 37 pièces qui contiennent toute la vie. L'amour, la politique, le voyage, la mort, la guerre, la fête, le désert, l'exil, la mer, l'isolement, la foule. Tout est dans Shakespeare. C'est un théâtre de dissection et de vivisection de la nature humaine. C'est un théâtre fait de sublime et d'horreur, de confession et d'invasion. C'est un théâtre de crime et de beauté. Alors, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui sur Shakespeare. Allons au principal. Sa force première, c'est qu'il ne suggère pas Shakespeare, il montre. Avec Shakespeare, on tue. On viole, on complote, on prend le pouvoir, on le perd sur scène. On ne vit pas les événements par procuration. Ils ne se passent pas dans la coulisse. On les voit de ses propres yeux. Nous les prenons en pleine figure. William Shakespeare a inventé la retransmission en direct de l'histoire. Shakespeare, c'est la sauvagerie. Shakespeare, c'est la liberté. Alors il ne rassasie pas la curiosité. Shakespeare, il l'alimente comme on nourrit un feu en jetant dessus de l'huile ou des morceaux de bois. Shakespeare est la preuve que le baroque est supérieur au classique, que l'imparfait est plus riche que le parfait et que la vie est finalement bien plus complexe que le dogme. Dans l'œuvre de Shakespeare, d'abord, il y a l'amour, Hélène. Par ordre chronologique, on commence par ça. Alors, bien sûr, quand on parle amour chez Shakespeare, tout le monde pense à Roméo et Juliette. Eh bien moi, malgré la puissance du mythe, je ne vois pas dans Roméo et Juliette une pièce sur l'amour, mais plus une pièce sur la mort. D'ailleurs, au cœur de Roméo et Juliette, il y a une épidémie, la peste, qui empêche, parce que les moines sont confinés, qu'un messager prévienne Roméo que Juliette a fait semblant de s'empoisonner. C'est à cause de cela que Roméo se suicide, car il croit Juliette morte. Mais les pièces sur l'amour, celles qui magnifient le désir, elles sont à chercher dans la jeunesse de Shakespeare. Par exemple, Beaucoup de bruit pour rien. C'est une immense sarabande du désir où il jette les derniers feux de l'enfance. Ou bien Peine d'amour perdue, où l'on voit le roi de Navarre, qui a juré de renoncer au plaisir durant plusieurs années afin d'étudier, se retirer avec des amis dans un château. Hélas, pas de chance, arrive la fille du roi de France avec sa suite délicieuse et bien entendu, les promesses d'étudier plutôt que de se consacrer à l'amour vont vite s'envoler. Après l'amour, mais c'est la même chose, vient la folie. La folie, l'excès, l'outrance. On pense tout de suite à Falstaff. Il est curieux que Falstaff, qui incarne cette folie, personnage touchant et profond, eh bien, Falstaff n'a pas eu droit à sa pièce. C'est Verdi qui fera un opéra de Falstaff. Falstaff est un personnage que Shakespeare promène de pièce en pièce, comme un autre lui-même, ou comme son contraire. Par exemple, Falstaff va se retrouver dans des chefs-d'œuvre aux côtés des politiques, Henri V notamment. La folie lâche sa fanfare dans les joyeuses commères de Windsor. Dans La Nuit des Rois, on retrouve la folie, la vraie folie, celle qui défie l'entendement, puisqu'avec les faux jumeaux, on ne sait plus qui est qui. Ou encore, bien sûr, parce que là, la folie devient magie, dans Le Songe d'une nuit d'été, qui est une sorte de flûte enchantée avant l'heure. Après la folie, le pouvoir. Mais encore une fois, c'est la même chose. Titus Andronicus, suprême massacre, carrousel de vengeance, fontaine d'hémoglobine. Puis le fleuve historique de Shakespeare, Richard II, Henri IV, V, VI, et enfin Richard III. Richard III, monstre qu'aucun crime ne fait reculer. Le pouvoir encore, avec Hamlet, qui veut venger son père, mais qui ne veut pas régner. La bien-aimée d'Hamlet finit noyée, sa famille est décimée et son pays, le Danemark, est annexé à la fin par la Norvège. Enfin, pour boucler la boucle du pouvoir, Macbeth. À mon sens, la plus grande pièce politique de Shakespeare. Le roi Macbeth, usurpateur, n'a besoin que d'un seul meurtre pour être dévoré par la gangrène du remords. Il est aussi dans l'amour, ce Macbeth, par sa soumission absolue à sa femme, Lady Macbeth, peut-être le plus grand rôle féminin du répertoire anglais, et il est aussi dans la folie, Macbeth, dès qu'il a versé le sang du roi Duncan dont il veut prendre la place. Le pouvoir, avec la couronne d'Écosse sur la tête, c'est la folie qui le rejoint. Le génie de Shakespeare, Hélène, c'est d'avoir deviné qu'il y a toujours quelque chose de pourri au royaume de la politique. Le génie de Shakespeare, c'est aussi d'avoir écrit, par exemple, avec Le Marchand de Venise, une pièce
antisémite en apparence, et en fait un pamphlet contre l'antisémitisme. Antisémite dans sa forme, pour passer la censure, pour plaire à l'époque, et en fait un brûlot contre l'antisémitisme pour traverser les siècles. Le génie de Shakespeare, c'est être des nôtres, d'être notre contemporain, le compagnon de notre siècle, de nos journées, alors qu'il est mort il y a plus de 400 ans. Alors peut-être qu'il n'a même pas existé. Enfin, c'est ce qu'affirment certains, qui pensent que Shakespeare était un prête-nom, derrière lequel il faut voir John Florio, un traducteur anglo-italien, ou Giordano Bruno, un philosophe qui sera brûlé en 1600 en Italie, ou encore Francis Bacon. Alors Shakespeare est le soleil du siècle d'or britannique, une soixantaine d'années où les génies se bousculent, mais il serait injuste d'oublier les autres grands auteurs de cette période qui va de 1576 à 1642. Christopher Marlowe, l'auteur du Juif de Malte, qui est peut-être le plus talentueux de la bande et qui sera tué à 29 ans d'un coup de poignard dans une taverne. Shakespeare en sera inconsolable. John Webster, qui a écrit La Duchesse d'Amalfi, et encore Ben Jonson, qui nous a légué Volpone, adapté par Stefan Zweig et Jules Romain plus tard. Hélas pour ce génie britannique, eh bien le puritanisme s'abat sur Londres à partir de 1642. Oliver Cromwell, qui va amener le roi à se faire décapiter quelques années plus tard, eh bien Cromwell exile d'abord les théâtres hors de la ville, et puis il les fait fermer, et puis il les détruit. Alors que la France va connaître Corneille, Molière et Racine au XVIIe siècle, eh bien la nuit tombe comme un rideau de fer sur l'Angleterre. Waouh, quelle belle parabole, Christophe. Alors comment le théâtre britannique s'est-il remis de cette interdiction de 1642 ? Eh bien, pour tout dire, Hélène, il ne s'en est pas remis. Le théâtre britannique va vraiment plonger dans les ténèbres. Il va se contenter pendant des décennies soit d'imiter le théâtre classique français, soit de créer un théâtre un peu bourgeois, spirituel certes, mais très superficiel. Alors, quand les auteurs font un peu défaut, eh bien, s'affirment dans leur génie les acteurs. On va en citer deux. David Garrick, acteur et directeur du théâtre de Drury Lane au début du XVIIIe. Il est d'ailleurs venu en France tellement il était célèbre, il est venu en tournée, il a vu les pièces de Voltaire, il a admiré une grande actrice comme la Clairon. David Garrick était une star, si j'ose dire, qui avait déjà dépassé les océans. Et puis, un peu après lui, Edmund Kean, célèbre dans son pays pour avoir joué les rôles de traître, Iago dans Othello, Richard III, mais aussi star quand il s'est exilé de l'autre côté de l'Atlantique, où il est devenu très célèbre, mais célèbre aussi par ses mœurs qui étaient très dépravées. Ça lui a valu des expulsions de certains pays. Et puis Kean, il est arrivé en France grâce à deux auteurs, Alexandre Dumas, qui en 1836 écrit une pièce à partir de la vie de cet acteur fantastique, et cette pièce va être recréée en 1953, dans des conditions absolument incroyables. Pierre Brasseur doit jouer une pièce de Jean-Paul Sartre. Sartre a insisté, il veut le voir jouer dans Le Diable et le Bon Dieu. Mais Brasseur rechigne, il n'a pas tellement envie. Et il finit par accepter, il dit à Sartre, en échange, maître, vous m'écrirez une adaptation du Kean d'Alexandre Dumas. Et c'est comme ça que Kean va revivre. Jean-Paul Belmondo l'a joué il y a quelques années. Le temps des acteurs, donc, pour le théâtre britannique, après ce XVIIe siècle sinistre, mais le temps aussi des actrices. Et parmi ces actrices, une actrice qui va écrire des pièces. Nous sommes à la fin du XVIIe, c'est pas si fréquent. En France, par exemple, ça n'existe pas, ça serait vraiment inconvenant. Eh bien, Afra Ben, une dame, écrit L'Empereur de la Lune. Oh, c'est pas grand-chose, c'est une pantomime. Eh bien, c'est une pantomime qu'on va jouer pendant plus de 100 ans à guichet fermé à Londres. Et elle écrira aussi des pièces plus légères, des comédies, dont Le Mariage forcé. C'est un titre qui nous parle, puisque c'est aussi une pièce de Molière. Allez, citons quand même deux auteurs sur la fin de cette période un peu sinistre. Congreve, qu'on peut appeler le Marivaux anglais, qui a écrit une pièce qui s'appelle Le Vieux Garçon. Une autre, très célèbre, Love to Love, ou bien Le Chemin vers le Monde. Il n'est plus trop joué aujourd'hui, Congreve, à part un peu en Angleterre, mais à l'époque, il avait réveillé la langue théâtrale anglaise, et il a été suivi par Sheridan, qui lui a modernisé l'art dramatique, la dramaturgie, en créant, en installant le théâtre dans le théâtre, en creusant les types psychologiques, l'hypocrite, la médisante, l'avare. On voit, le théâtre britannique a mis plus de 100 ans, mais il allait bientôt renaître de ses cendres.
Alors Christophe, quels autres auteurs marquants peut-on retenir dans le théâtre d'outre-Manche plus récent, hein? Évidemment, j'en pense beaucoup à quelques-uns, mais je ne vous dirai pas par exemple, qui. Oscar Wilde. Oui, Harold Pinter. Harold Pinter. Alors on va citer tout cela, mais Wilde, on triche un peu parce qu'il était irlandais. Alors vous allez me dire, l'Irlande, c'est en partie le Royaume-Uni, mais pas seulement. Bref, parlons de Wilde. Pour les Français, c'est une sorte de Feydeau sans hôtel de passe, avec des fiançailles à l'heure du thé à l'anglaise, ou alors une sorte de Guitry, avec la vie personnelle de l'auteur qui se mêle à l'intrigue. Mais en fait, c'est beaucoup plus, Wilde. C'est un auteur d'abord de poèmes, assez graves, d'aphorismes. C'est celui qui a écrit en français, pour Sarah Bernard, la transe lyrique de Salomé. En français, il a écrit cela à Paris. Mais c'est aussi l'homosexuel meurtri par la prison qui va écrire son De Profundis amoureux et puis surtout la ballade de la geôle de Reading. Alors nous rions aujourd'hui aux formules de l'importance d'être constant, aux saillies du mari idéal, aux pics de l'éventail de Lady Windermere. Mais Wilde est un auteur qui souffre, qui pleure. C'est un homme qui a été brisé et son dandysme, ne l'oublions pas, cache un désastre. Il nous dépeint l'écrasement du désir, de tous les désirs, par les convenances, l'irruption dictatoriale du bonheur aristocratique à la sortie de l'adolescence. On doit aimer comme il faut, on doit se marier comme il faut. C'est cela, la leçon des pièces de Wilde. L'ordre social triomphe toujours à la fin, sous le masque perfide et inviolable, bien que souriant, du fameux happy end. Tout est bien qui finit comme il se doit, et le public s'en retourne satisfait d'avoir tremblé pour la bienséance et pour le modèle familial british, avant d'être rasséréné par la morale de la pièce. Christophe, je me demandais juste, je fais une incursion, est-ce que le portrait de Dorian Gray, qui est quand même l'œuvre romanesque la plus connue d'Oscar Wilde, lui-même n'en a pas fait une adaptation théâtrale? Il y a des adaptations théâtrales plus récentes. Arnaud Denis a joué récemment dans une mise en scène très éloquente de cette pièce, mais je n'ai pas de souvenir d'une mise en scène à partir d'une version laissée par Oscar Wilde. Il faudra enquêter. Je me demande s'il n'en a pas laissé sous sa forme romanesque. Et là, on voit complètement la philosophie de Wilde à travers ce texte-là. Peut-être que le théâtre était trop superficiel pour un auteur aussi profond que Wilde. Ce n'est pas le cas de Georges Bernard Shaw. Ouais. Alors là, le théâtre, c'est son univers. Bon, évidemment, on retiendra Pygmalion, comment il faut bien articuler pour soigner sa langue et entrer dans la bonne société. Finalement, Bernard Shaw nous donne les clés pour vaincre les attendus sociaux qui ont fait le malheur de Oscar Wilde. Citons aussi Thomas Eliot avec son fameux Meurtre dans la cathédrale, c'est-à-dire Thomas Becket, un grand ecclésiastique catholique victime de la guerre des religions. Ça, c'est une pièce qui montre que le théâtre britannique avait retrouvé toute sa puissance de réflexion philosophique. Et dans la distraction, Noël Coward, avec Joyeux Chagrin. Là, on est à l'image des auteurs français du début du XXe siècle qui savaient faire des peintures de mœurs et des comédies douces amères. L'Angleterre savait le faire aussi. Et évidemment, Agatha Christie. Ah bah, Agatha Christie, ce sont des romans, mais ce sont aussi quelques pièces de théâtre qui ont eu du succès. Témoin à charge, ou évidemment La Souricière, qui est jouée, mais chut, il ne faut jamais dire la fin, qui est jouée quasiment de manière ininterrompue depuis des décennies à Londres. La vraie coupure dans le XXe siècle anglais, elle arrive en fait en 1956, avec Osborne qui écrit Un jeune homme en colère. Cette pièce de théâtre, c'est son titre, va devenir un manifeste. Le manifeste des Angry Young Men, les jeunes hommes en colère. Et là, on va retrouver Pinter, que vous citiez tout à l'heure, qui mêle dans son théâtre de l'absurde, on peut penser le monde plat, mais aussi beaucoup de révolte sociale, c'est-à-dire de contestation politique. Ça lui vaudra quand même le prix Nobel de littérature à la fin de sa vie. Alors Pinter est en ce moment plutôt dans le purgatoire des auteurs. On considère que c'est un petit peu vieilli, mais vous verrez que la partie la plus absurde de Pinter, elle reviendra à la mode rapidement. Et puis moi j'aime beaucoup Edward Bond. Edward Bond qui a écrit des pièces très fortes, par exemple ses pièces de guerre, ou bien Dans la compagnie des hommes qui visent le système carcéral. Edward Bond, qui est mort il y a quelques années, Edward Bond, eh bien lui, il est peut-être celui qui va porter ce message politique au-delà des générations à venir. Et puis je voudrais quand même qu'on cite, j'en reparlerai tout à l'heure, Tom Stoppard pour Rosencrantz et Guildenstern, parce que là on part de Shakespeare, oui. Rosencrantz et Guildenstern, des personnages secondaires d'Hamlet, qui d'un seul coup deviennent ceux qui racontent l'histoire, et ça remet de la modernité. J'aime beaucoup aussi, on ne le connaît que par son cinéma, Abigail's Party de Mike Leigh. Parce qu'en 1970, il nous dépeint comment la classe moyenne britannique va s'effondrer dans la crise économique, et ça va donner après le thatchérisme. Et puis,
On va citer James Saunders, mais peut-être moins pour son œuvre que pour les 2 Français qui l'ont importé de ce côté-ci de l'outre-Manche. Un Français qui est Laurent Terzieff, qui a joué Ce que voit Fox magnifiquement, et puis un Franco-Britannique, Stéphane Meldeg, qui a importé dans son théâtre de la Bruyère James Saunders. Là encore, un auteur qui remet l'ambition philosophique, la tentation de l'absurde, le soin de la construction dramatique par-dessus la légèreté des bonnes formules. Je termine avec 2 exemples ultra contemporains. Si vous avez l'occasion un jour de lire Popcorn de Ben Elton ou de le voir, ça a été monté sur l'ultra-violence. C'est une pièce formidable. Et puis peut-être le lamento le plus bouleversant, le monologue de Sarah Kane, qui est morte très jeune, qui a passé une partie de sa vie en hôpital psychiatrique et qui a écrit 4h48 Psychose. 4h48, c'est l'heure, 4h48 du matin, à laquelle on la réveillait pour lui donner son cocktail de médicaments. Isabelle Huppert a donné une version absolument magistrale de 4h48 Psychose il y a quelques années au Théâtre du Bouffe du Nord. Mais jusqu'à aujourd'hui, le théâtre britannique a été marqué moins par le poids des traditions que par le poids de son système économique. On a toujours mis beaucoup d'argent dans la culture publique, dans le théâtre public, à Londres, la National Shakespeare Company bien sûr, mais le théâtre privé se débrouille uniquement avec la billetterie. Et donc, une partie des salles de Londres sont allées vers le plus rentable, le plus commercial, des comédies musicales fabuleuses, mais qui ne cherchent pas évidemment la profondeur ou la révolution intellectuelle, ou alors des pièces d'avant-garde, mais qui, elles, sont condamnées à se jouer dans des petites salles. Et ça, c'est un peu dommage, même si ça nous a légué un genre de comédie britannique brillante, spirituelle, caustique, avec des chefs-d'œuvre d'esprit, mais où on cherche parfois l'enracinement intellectuel. Quelques coups de cœur, cher Christophe, pour terminer. Moi, je reviendrai à la fin sur Hollywood et le théâtre anglais, quand même. Oui, bien sûr. Allez, 3 coups de cœur. Steven Berkoff, voilà quelqu'un qui est allé à Hollywood. Il a joué les méchants dans des grands films à succès. Il a écrit des pièces de théâtre extraordinaires, inspirées de la mythologie grecque. Greek, ça se traduit par à la grecque en français, ou Décadence, où Michel Aumont avait été formidable. Un deuxième coup de cœur, William Douglas Home. Son frère était Premier ministre dans les années 60 en Angleterre. Lui, il a écrit des pièces très très drôles, Le Canard à l'Orange, qui a triomphé avec plusieurs distributions chez nous. J'ai eu la chance de toutes les voir. Michel Roux, Gérard Rinaldi et plus récemment Nicolas Briançon. À chaque fois, c'est un succès sur un homme qui ne veut pas que sa femme le trompe tout en la trompant et finalement l'amour triomphe. Là encore, pour la causticité britannique, c'est merveilleux. Et je termine peut-être avec la pièce la plus intelligente de tout ce que je connais du théâtre britannique, à part Shakespeare. Arcadia de Tom Stoppard, adapté en français par Jean-Marie Besset. Dans la même maison, un manoir anglais, on vit ce qui s'est passé en 1809. Une jeune mathématicienne fait des découvertes extraordinaires, mais comme elle est femme, on va lui voler ses découvertes. Et en 1989, 180 ans après, d'autres scientifiques dans le même manoir enquêtent en cherchant des indices sur ce qui a pu se passer en 1809. Pièce merveilleuse, essayez de la lire. Alors Christophe, moi je voudrais simplement dire que Hollywood s'est emparé évidemment des écrivains britanniques de théâtre, notamment Pygmalion a donné lieu à un des plus beaux films. Bien sûr, et puis My Fair Lady et Orson Welles a monté Macbeth, Othello d'une manière absolument inoubliable. Le cinéma a apporté une puissance nouvelle au théâtre shakespearien. On pourrait citer aussi Kenneth Branagh, grand acteur en Angleterre, grand réalisateur et acteur aussi au cinéma aux États-Unis, et bien sûr Judith Bench. Et Ernst Lubitsch qui avait mis en scène un film merveilleux adapté de la pièce de théâtre L'éventail de Lady et l'éventail de Lady Windermere. Il faudrait plusieurs émissions pour en parler de toutes ces merveilles du théâtre britannique. Allez, merci beaucoup Christophe et puis à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.